merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette couverture spéciale de l'élection présidentielle américaine. Et les urnes ont tranché hier. Après en avoir été le 45e, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis d'Amérique en remportant donc l'élection qui s'est déroulée hier face à la candidate démocrate Kamala Harris. Il succède à Joe Biden qui a renoncé à se présenter pour briguer un deuxième mandat. Trump revient à la Maison-Blanche où il occupera le bureau ovale durant les 4 prochaines années. Après son premier mandat effectué entre 2016 et 2020, à l'heure où je vous parle, le décompte des voix se poursuit au niveau des derniers États qui n'ont pas encore rendu leur verdict. Mais la part des 270 grands électeurs au sein du collège électoral synonyme de victoire finale a été franchie en milieu de journée. Les derniers résultats dont nous disposons affichent toujours 277 grands électeurs pour Trump contre 224 pour Harris. Nous allons revenir en long et en large sur cette nuit pas comme les autres dans l'histoire du pays, mais aussi sur les conséquences intra- et extramuros du retour de Donald Trump aux affaires aux États-Unis. C'est une victoire politique que notre pays n'a jamais vue auparavant. Rien de tel. Je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire qu'il m'a fait en m'élisant votre 47e et 45e président. L'Amérique nous a confié un mandat puissant, sans précédent. Nous avons repris le contrôle du Sénat. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il est temps de mettre derrière nous les divisions de ces 4 dernières années. Il est temps de s'unir et nous allons essayer. Nous allons essayer, nous devons essayer et c'est ce qui va se passer. Le succès nous rassemblera, je l'ai constaté. Ils venaient de tous les coins, syndiqués ou non, afro-américains, hispano-américains, asiatiques, arabes, musulmans. Nous avions tout le monde et c'était magnifique. C'était un réalignement historique. Je vais donc m'empresser de vous présenter mes invités pour ce débat qui durera environ 1h30, à commencer par vous, Ahmed Kateb. Vous êtes analyste politique et expert, chercheur en relations internationales et en géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Bonsoir. Monsieur Hicham Lahmisi, expert international en géopolitique et secrétaire du JPRI, sera quant à lui en direct depuis Genève. Merci Hicham Lahmisi d'être avec nous. Oui, bonsoir et merci à vous. Merci pour l'invitation. Depuis Washington, DC, capitale américaine, Abdelrahmi Bessaha, docteur d'État en macroéconomie et expert agréé auprès du FMI, sera lui aussi avec nous. Bonsoir professeur, ou plutôt bonjour. Merci d'être avec nous également. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, avant de commencer le débat, direction la capitale américaine Washington, où nous attend notre envoyé spécial, Lamia Achouch. Lamia Achouch, vous vous trouvez actuellement près du Capitole. Comment les Américains ont-ils vécu cette nuit d'élection et de dépouillement des voix? Quelle est l'ambiance justement du côté de la capitale américaine après l'annonce de la victoire de Donald Trump? Oui, vous l'avez dit, Kherdine, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis après une nuit pas comme les autres. Nous attendions que les résultats interviennent un peu plus tard dans la nuit, vu les sondages d'opinion qui ont annoncé des élections extrêmement serrées, mais ce ne fut pas le cas.
Néanmoins, là où je me retrouve ici à Washington DC, c'est Kamala Harris qui est sortie vainqueur. Je ne saurais vous décrire l'atmosphère qui règne ici même à Washington DC. Donald Trump a remporté plusieurs des swing states, ce qui a fait toute la différence dans son élection. Je peux vous dire que même le camp républicain ne s'attendait pas à gagner ces États-là, qui sont des États cruciaux dans ces élections présidentielles. Kamala Harris, en attendant que Kamala Harris concède la victoire à son adversaire Donald Trump, le camp démocrate ne s'est pas encore exprimé. Il est probable que Kamala Harris fasse son apparition dans les prochaines heures qui suivent. Très bien, voilà Lamia. tout pour l'instant. Merci, Lamia, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Washington. Sans plus tarder, Ahmed Kateb, une première réaction à chaud peut-être au retour de Donald Trump aux affaires aux États-Unis. Oui, c'était inattendu presque parce qu'on nous a ballotté par rapport aux sondages, des sondages très serrés. Ça sera du coup d'à coup. On va y revenir, après plusieurs jours, on aura les résultats finaux. Aujourd'hui, quelques heures après, on le sait, ça y est, Donald Trump a raflé la mise, donc 270 grands électeurs, qui fait de lui le 47e président. C'est un retour aux affaires après une campagne quand même marquée par beaucoup de peur. Il y a eu un sentiment de peur chez les Américains. Donc la barre a été très haute quand même, placée par Trump. Et on voit une quasi-débâcle, un chaos pour Kamala Harris, la candidate démocrate. Et on voit, elle va parler vers 22h. Exactement. Elle a déjà émis le souhait de parler avec Trump pour pouvoir trouver des points communs pour l'avenir. Ça se recoupe avec ce qu'a dit le vainqueur, donc Donald Trump. Nous allons essayer de nous réunir, on doit le faire. Donc il est dans une optique inclusive. Trump, après un discours assez violent pendant la campagne, revient à de meilleurs sentiments pour dire on est là, c'est la victoire de tous les Américains. Ce n'est pas uniquement notre victoire, notre camp, mais c'est une victoire pour tous les Américains. America First. Donc il essaie de se repositionner en tant que président de tous les Américains. Exactement. Hicham Lamisi, une réaction à chaud peut-être par rapport à ce retour tonitruant de Donald Trump aux affaires aux États-Unis. Alors, ce qu'on peut dire avec l'élection, plutôt la réélection de Donald Trump, eh bien, c'est qu'on a le retour véritablement d'un survivant, quelqu'un qui, déjà par l'âge, n'était pas destiné à revenir à la présidence américaine et par rapport également à toutes les affaires judiciaires auxquelles il était confronté et des affaires relativement graves, même si on sait très bien qu'elles ne sont pas dénotées d'intentions politiques malveillantes, eh bien on a véritablement affaire au retour d'un survivant, mais le retour d'un survivant qui s'explique en fait par l'expression, la volonté du peuple américain, du petit peuple américain, c'est-à-dire les milieux populaires, les classes moyennes, eh bien, d'envoyer un message aux élites qui ont engagé les États-Unis dans un certain nombre de directions, tant à l'international qu'au volet national, et ce peuple souhaite en fait un retour de souveraineté et reprendre en main en fait sa destinée. C'est un peu comme ça que j'analyse la victoire de Trump, qui est une victoire absolument éclatante, c'est-à-dire victoire tant sur le plan des grands électeurs, ce qui est classique pour une victoire d'un président républicain, mais là où c'est intéressant, c'est que Trump a gagné également le vote populaire, c'est-à-dire le vote en nombre de voix, avec une avance assez importante sur l'autre candidate, donc Kamala Harris. Merci Hicham Lamisi. Même question à vous, professeur Abdelrahmi Bessaha. Peut-être première réaction, vous qui êtes à Washington, comment avez-vous vécu ce retour au pouvoir du candidat déclaré vainqueur, Donald Trump? Écoutez, ce n'est pas avec plaisir que j'accueille cette nouvelle pour un électeur démocrate comme moi, étant donné l'historique de la présidence Trump entre 2017 et 2020. Et doit-on conclure, professeur, que vous avez voté en faveur de Kamala Harris?
Absolument, Oui. absolument. Moi, je suis inscrit démocrate, donc j'ai voté démocrate sur la base du programme proposé par les démocrates et en rejetant le programme proposé par le candidat Trump, qui en fait son élection, si elle a été due dans les années entre 2000 à 2016 sur l'effet surprise, cette fois-ci, cette réussite est bâtie sur l'effet fatigue. D'abord de l'administration Biden, qu'on a blâmé pour l'inflation, qu'on a blâmé pour le prix de l'énergie, qu'on a blâmé pour des interventions externes un peu trop proactives. Voilà un peu le contexte sur lequel ça s'est passé. Effectivement, il a gagné le vote notamment des gens qui n'ont pas de college degree, comme on sait. C'est surtout la classe populaire et qui a voté en masse, y compris au niveau de la communauté noire américaine, de la communauté latino et de la communauté asiatique. Ceci dit, c'est une victoire éclatante, une élection transparente. Le peuple a parlé, donc place à Donald Trump pour les 4 prochaines années, en espérant que son programme ne sera pas diviseur comme il l'a été dans les années 90. Entre 2016 et 2017, parce que moi, j'y crois pas du tout à son discours unificateur. Bon, ça, c'est le discours comme il avait gagné. Je vous rappelle aussi qu'il avait déclaré que de toute façon, soit il gagne de façon paisible, soit il créera le chaos. C'était une campagne électorale extrêmement intense et dangereuse qui a monté le niveau de sécurité à son plus haut niveau. Voilà. Merci professeur Ahmed Kateb. Ce n'est pas le scénario, vous l'avez dit, auquel on s'attendait, car jusqu'à hier, les sondages des médias américains nous annonçaient un duel plutôt serré. Là, il ne s'agit ni plus, ni moins qu'une faillite du sondage ou des sondages au vu du score que nous avons ce soir. On a pratiquement une sorte de remake comme celui de 2016, où tous les sondages donnaient Hillary Clinton, grande vainqueur des élections, alors que Trump... Elle avait à l'époque néanmoins remporté le suffrage populaire, tout à fait, mais les grands électeurs avaient penché pour Donald Trump. Aujourd'hui, Trump obtient dans les 2 cases la majorité, le suffrage populaire et les grands électeurs. Et là, c'est peut-être dû d'abord au mandat finissant de Joe Biden, donc l'essoufflement de l'administration Biden, son retrait de la course en juillet, une nomination quasi sur les chapeaux de roue de Kamala Harris. D'ailleurs, aujourd'hui, un membre de son staff de campagne a déclaré que le parti n'a pas eu le temps de décider si la candidature de Kamala Harris était la meilleure pour les démocrates. C'est tombé aujourd'hui. Donc, un membre de son staff électoral l'a déclaré. On voit que les démocrates, aujourd'hui, se posent la question, et si Kamala Harris n'était pas la bonne candidate, parce qu'elle a fait une question peut-être qu'il fallait se poser avant. Bien sûr, en juillet, carrément. On a vu qu'elle a fait une campagne de pratiquement 3 mois, c'est très court. Elle a remonté, c'est vrai, dans les sondages, elle est remontée. Elle a créé cette surprise, mais c'était insuffisant. D'aucuns avaient souhaité que Michelle Obama se présente. À la limite, on remet le flambeau à Barack Obama lui-même, mais on a vu que les démocrates étaient à bout de souffle. Un mandat Biden quand même assez catastrophique sur le plan international, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, des dépenses gigantesques de la part du contribuable américain pour des rallonges à l'Ukraine et à l'entité sioniste. Donc je pense que déjà, mis à part les questions domestiques de politique interne, avortement, immigration, économie, niveau de vie, les Américains, on avait quand même assez de donner des rallonges budgétaires à des pays étrangers alors qu'eux-mêmes devaient avoir un meilleur niveau de vie. Et c'est là peut-être où Donald Trump a su jouer America First. Les failles exploitées par Donald Trump. Il a exploité cette faille et il a dit à son électorat et à tout le monde, pour moi, ma priorité, c'est l'Amérique et les Américains. Hicham Lamissi, les swing states les plus cruciaux et à leur tête, la Pennsylvanie, on sourit
à Trump, à l'image de la Caroline du Nord, du Wisconsin et la Géorgie, notamment un État dans lequel il est poursuivi par la justice pour interférence présumée dans l'élection de 2020. Quelle lecture peut-être faut-il faire ce soir de ce raz-de-marée Donald Trump dans ces États charnières dits swing states? Alors, vous faites bien d'évoquer les swing states, hein, les États pivots, on peut utiliser encore d'autres termes. En fait, le système politique américain, dans le cadre de l'élection présidentielle, c'est une élection en fait qui est très territorialisée. De loin, on a l'image d'une élection présidentielle où en fait celui qui gagne, c'est celui qui gagne le vote populaire, c'est-à-dire celui qui a le plus d'électeurs. En fait, aux États-Unis, c'est différent en ce sens où vous avez une cinquantaine d'États et en fait, c'est par État que vous avez en fait le gain de représentants, de grands électeurs ou de sénateurs qui vont ensuite voter. Donc en fait, c'est une élection indirecte. Et cet élément-là, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en vérité, aux États-Unis, on est dans un pays qui est très clivé. En fait, on sait que traditionnellement, un certain nombre d'États votent démocrates et un certain nombre d'États votent républicains. Au milieu de cela, vous avez un certain nombre d'États qu'on appelle les swing states, en fait, qui balancent globalement selon les élections. Et ce qu'on a remarqué sur ces 20 ou 30 dernières années, c'est qu'au niveau des swing states, c'est plus spécifiquement la question sociale, en fait, qui fait la différence. C'est parce que ces États correspondent en grande partie à des territoires qui ont été désindustrialisés et où la classe moyenne blanche ou la classe ouvrière blanche subit en fait un très fort déclassement. Et le raz-de-marée de Donald Trump s'explique en grande partie par la volonté de ces classes populaires, classe moyenne dite inférieure, entre guillemets, qui souhaitent vraiment changer le système parce qu'ils considèrent que dans le cadre de la globalisation, bien que les États-Unis aient gagné beaucoup d'argent, eux sont les laissés pour compte, en fait, de ces évolutions. Et il y a aussi encore un autre élément à prendre en considération et qui a joué pour beaucoup dans cette victoire de Donald Trump dans les swing states, c'est le vote arabo-musulman. En fait, Donald Trump a réussi à gagner une partie de ce vote qui semblait acquis aux démocrates en raison du génocide de Gaza et de la colère de cet électorat. J'aime l'amitié des démocrates qui ont en quelque sorte, entre guillemets, snobé l'électorat arabo-musulman en refusant de se déplacer dans pas mal d'endroits où il se concentre, chose qu'a su faire Donald Trump. Alors, Donald Trump a su le faire et il est très évocateur à l'écoute de son discours, entre guillemets, de victoire, qu'il ait cité les citoyens arabes et musulmans. Il a même utilisé le terme arabo-musulman. Qu'il parle des Afro-Américains, c'est classique aux États-Unis. Qu'il parle des Hispaniques, c'est classique. À la limite des Asiatiques également. Mais il faut bien voir que l'électorat arabo-musulman, c'est un électorat qui est très limité en nombre. C'est un petit électorat et pour la première fois, il l'évoque et il n'a pas fait évocation de l'électorat juif. Et ça, c'est quand même assez intéressant et ça explique beaucoup de choses dans la victoire de Donald Trump à cette élection présidentielle. Merci Chebla Missi. Professeur Bessaha, c'est la première fois en 132 ans qu'un président battu à une élection précédente réussit tout de même à revenir 4 ans après. Est-ce que c'est Donald Trump qui est à ce point fort ou est-ce tout simplement un signe de l'étendue de l'échec de l'administration Biden, notamment en matière de politique étrangère? En fait, les Américains votent essentiellement pour des raisons économiques intérieures. C'est clair que l'administration Biden a commis quelques erreurs. Aux yeux des Américains, bien entendu, le retrait de l'Afghanistan qui a été chaotique, l'implication colossale des États-Unis, je dirais, en Ukraine, et surtout le parti pris en matière de ce qui concerne le conflit à Gaza. Mais rappelons-nous aussi que cette élection, elle s'est déroulée dans un climat, je dirais, économique extrêmement difficile. D'abord, il y a une inflation qui est persistante, même si il y a eu une baisse au cours de ces dernières années par le biais d'une augmentation des taux d'intérêt, lesquels taux d'intérêt ont pesé sur les crédits à la consommation et les crédits hypothécaires qui font la force de l'économie américaine. Le deuxième point, bien entendu, c'est une croissance modérée. Les Américains ont fait du 3%, et il y a toujours le risque d'une récession qui pèse et qui préoccupe l'électeur américain. Ensuite, vous avez un marché du travail qui est solide mais fragile. Le taux de chômage est remonté à 4,1. Il y a des destructions d'emplois, y compris dans les secteurs de pointe dans la technologie. Mais le dernier point,
sur le plan économique, c'est bien entendu la dette publique colossale des Américains, c'est 35 000 milliards de dollars, et surtout les déficits massifs. Mais sur ce point, les Américains n'ont pas beaucoup parlé, ça n'a pas été une question qui a été débattue sur le plan local. Alors en matière de campagne, je dis encore une fois, il ne faut pas se fier à ce qu'il raconte lors de son discours de réussite hier. Le président Donald Trump est toujours une figure divisive, comme on dit. Et sur le plan politique interne, il y a une forte polarisation aux États-Unis et qui remonte en fait à l'élection d'Obama par la montée du Tea Party. Et c'est à ce moment-là que le Parti républicain, il a complètement basculé vers la droite et même l'extrême droite. Le deuxième point, c'est qu'il y a des défis institutionnels, il y a une perte de confiance des Américains moyens vis-à-vis des institutions de l'État, la Cour suprême, le Congrès, etc. Il y a beaucoup, un autre problème qui divise les Américains, c'est l'immigration. Il y a 11 millions d'immigrants illégaux aux États-Unis. Il y a des centaines et des centaines qui campent aux frontières sud des États-Unis. Et ça, bien entendu... Donald Trump a même déclaré qu'il s'agissait du thème le plus important de cette élection. Absolument. Écoutez, à l'instar des autres pays dans le monde, l'immigration et l'insécurité économique sont devenus des points de ralliement. Surtout au cours de cette élection. Et encore une fois, dernier point, mais ça compte pas beaucoup dans la décision d'élection des électeurs américains, c'est la politique internationale ne joue pas tellement, elle n'influe pas, c'est pas un déterminant. Donc c'est dans ce contexte extrêmement difficile sur le plan économique, sur le plan politique, et même sur le plan international, avec tous les défis auxquels doit faire face l'Amérique. Vous avez bien entendu la rivalité géostratégique avec la Chine. Vous avez bien entendu la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, la guerre en Liban. Tout ça, ça a pesé sur ce contexte. Mais surtout, le point fondamental, c'est que à tort et à travers, on a reproché à Biden sa politique qui, dans l'ensemble, a quand même a remis l'économie américaine sur sa trajectoire de relance, et surtout, elle est redevenue compétitive. Mais l'Américain n'a pas pardonné au gouvernement américain l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, la hausse de l'immobilier et surtout la création d'emplois. Voilà un peu le cadre général dans lequel s'est déroulée cette élection. Je reste avec vous, Abdelrahmi Bessaha, peut-être pour une question subsidiaire. Justement, ce panorama que vous venez de dresser est dû en partie au soutien des États-Unis à ce qui se passe en Ukraine et au gouvernement de Zelensky, notamment à travers une injection massive d'aide financière et militaire, ce qui a eu pour effet de faire durer, de prolonger ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Absolument, vous savez, les Américains sont par essence isolationnistes. Bon, et ils n'acceptent pas que leur pays joue le rôle de gendarme, c'est trop coûteux. Ils estiment que la priorité, c'est d'abord les problèmes économiques intérieurs et ce soutien massif à l'Ukraine dans le cadre de la lutte géostratégique avec la Russie a pesé. Il y a une certaine fatigue vis-à-vis de l'Ukraine. Mais je pense que ça était un déterminant, mais pas décisif, comme les facteurs économiques et politiques intérieurs. Et ça se sent, moi je l'ai vu dans la campagne, j'ai participé même à la Convention démocrate, donc j'ai constaté que ce sont des points fondamentaux. L'intérieur est très important, l'économique est très important, la sécurité est très importante. L'immigration vient en dernier point, notamment pour les républicains. Alors la question qui va se poser, j'imagine que ça va être la prochaine question que vous allez nous demander, c'est quels sont les risques du retour de Trump, déjà sur la base du désastre qu'il a fait, les dommages qu'il a... On va y venir justement, professeur, on va y venir dans quelques instants, mais avant j'aimerais vous demander à vous, Ahmed Kateb, avant de nous projeter justement sur l'avenir de la nation américaine, quelles ont été selon vous les clés de la victoire de Donald Trump sur le plan politique? Je rappelle, Donald Trump, qualifié de personnage clivant, outrancier, aux méthodes peu orthodoxes, condamné au pénal et surtout sans programme politique clair, si ce n'est une certaine forme de radicalisme dans les idées. Bon, Donald Trump, c'est un self-made man, déjà, un homme d'affaires reconnu. Je pense que les Américains
ont vu en lui un double survivant. Oui. Survivant à posture du survivor politique, après une cabale judiciaire, et je mets cabale entre guillemets, bien sûr, oui. Parce qu'elle n'est pas dénuée, comme notre invité de Genève l'a si bien dit, d'arrière-pensée politique et politicienne. Et puis un survivant après l'attentat du 13 juillet. Donc Trump revient de loin, et Trump symbolise justement quelque part un anti-héros, pour ne pas dire un héros, mais un anti-héros qui survit à toute épreuve. Et dans l'imaginaire américain, ça fonctionne bien, et ça fonctionne même très bien. Très bien, merci Ahmed Kateb. Avant d'aller poser peut-être la même question à Aïcha Blamissi, je vous propose de marquer une courte pause avant de revenir au débat. Restez avec nous. De retour sur le plateau de cette émission spéciale dédiée aux élections présidentielles américaines sur Al24 News. Il est temps pour nous d'évoquer les réactions internationales, notamment celles des chefs d'État à l'élection de Donald Trump, à commencer par celle du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a félicité ce mercredi dans une lettre Donald Trump à l'occasion de son élection. Le chef de l'État algérien a rappelé dans sa lettre la profondeur des relations qui unissent les deux pays, en évoquant par ailleurs les efforts conjoints de l'Algérie et des États-Unis au sein des institutions internationales, et à leur tête le Conseil de sécurité en faveur de la préservation de la paix et la sécurité internationale. Trump félicité par de nombreux chefs d'État, je disais donc, y compris par certains qui ne lui étaient pas favorables, et ce avant même d'atteindre le seuil des 270 grands électeurs, synonyme de victoire finale. Je vous propose de suivre un rapide tour d'horizon sur les principaux messages qui lui ont été adressés et de revenir au débat juste après. La victoire de Donald Trump face à Kamala Harris est désormais certaine. Il a remporté la majorité absolue des 270 grands électeurs. De nombreux dirigeants internationaux lui ont adressé leurs félicitations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité le candidat républicain dans un tweet évoquant une victoire impressionnante. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a lui aussi félicité Trump et promis de garder l'alliance unie. Son leadership sera à nouveau un élément clé pour garder notre alliance forte. J'ai hâte de travailler avec lui à nouveau pour faire progresser la paix en renforçant l'OTAN. Emmanuel Macron a adressé ses félicitations à Trump, se disant prêt à travailler avec lui. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, adresse elle aussi ses chaleureuses félicitations à Donald Trump. Je félicite chaleureusement Donald Trump. L'Union européenne et les États-Unis sont plus que de simples alliés. Nous sommes liés par un véritable partenariat entre nos peuples, unissant 800 millions de citoyens, travaillant donc ensemble sur un programme transatlantique fort qui continue à leur apporter des résultats. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, déclare que Berlin restera un allié fiable des États-Unis, félicitant Trump pour sa victoire aux élections. Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt. Les Américaines et les Américains ont voté. Donald Trump a gagné les élections. Nous le félicitons. L'Allemagne, l'Europe et les États-Unis sont des partenaires et des alliés très proches. Depuis toujours, notre amitié transatlantique n'est pas réservée à un seul parti. En même temps, c'est l'essence même de la démocratie. Après les élections, la situation politique intérieure et les relations de la politique étrangère se réajustent. L'Allemagne restera un allié proche et fiable pour la future administration américaine. C'est ce que nous offrons. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Keir Starmer a félicité Trump pour sa victoire électorale historique.
En tant qu'alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, démocratie et libre entreprise. En Italie, la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, a loué ce qu'elle appelle l'alliance inébranlable entre l'Italie et les États-Unis. De son côté, le roi Abdallah II de Jordanie félicite Trump et espère retravailler avec lui pour la paix et la stabilité. Chaleureuse félicitations au président Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine. Je me réjouis de travailler à nouveau avec vous pour renforcer le partenariat de longue date entre la Jordanie et les États-Unis au service de la paix et de la stabilité régionale et mondiale pour tous. Donald Trump aura réussi finalement à décrocher pour la deuxième fois les clés de la Maison-Blanche, lui qui était si proche des portes du pénitentiaire. Michel Lahmissi, rappelez-vous, un certain engouement était né à la suite du remplacement de Joe Biden par Kamala Harris comme candidate du Parti démocrate. Beaucoup ont cru au renversement de tendance, ce que plusieurs médias aux États-Unis et ailleurs expliquaient. La réalité des urnes a été tout autre. Qu'a-t-il manqué, selon vous, à Kamala Harris et aux démocrates hier? Est-ce que Joe Biden s'est retiré trop tard? Ou est-ce que le ticket Harris-Walz ne faisait pas le poids devant Trump et son colistier J.D. Vance? Alors, ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la candidate Harris n'était pas à la hauteur de la mission qui était la sienne, hein, de se présenter pour le Parti démocrate. Elle n'avait ni le charisme, ni, si j'ose dire, l'intelligence. Les débats auxquels elle n'avait pas été forcément préparée, parce qu'on sait que pour un certain nombre de débats, elle avait reçu les questions à l'avance. Les choses s'étaient passées de façon relativement catastrophique pour elle. Nous parlons tout de même, ici d'une magistrate, d'une peut-être entre guillemets doyenne du Parti démocrate, quand même. Oui, mais ça ne signifie pas qu'au niveau de l'action politique, en termes de charisme, en termes d'intelligence situationnelle, elle soit réellement capable d'être à la hauteur. Dans les débats, elle n'a pas été à la hauteur. Il faut savoir qu'un certain nombre de débats, elle avait les questions à l'avance, alors même que le candidat Trump en face n'était pas du tout préparé à ces questions. Et donc, on était déjà dans des débats qui étaient inégaux. Ce n'est peut-être pas aussi la bête politique qui est Donald Trump, entre guillemets, pardon. Pardon, excusez-moi, je ne vous entends pas. Ce n'est pas, entre guillemets, la bête politique qui est Donald Trump, lui qui est quand même rompu au réflexe de la politique politicienne et du reality show à l'américaine en politique. On n'est pas du tout dans cette catégorie-là. On est plus dans le, comment dirais-je, dans la situation de quelqu'un qui a été présenté comme solution de rechange ou de solution par défaut. Si le Parti démocrate avait réellement voulu se donner toutes les chances, et s'ils avaient vraiment compris les réalités du rejet en fait du système, il n'y avait qu'un seul candidat qui était en mesure de gagner face à Trump, c'était Robert Kennedy. Mais déjà lors des primaires, il n'avait pas réussi à s'imposer parce que justement une partie, comment dire, c'est même pas les primaires, c'était les, je me souviens plus. Malgré le poids du non et du leg. Pardon ? Je disais malgré le poids du non et du leg. Je n'ai pas entendu. Je parle de Kennedy, je disais malgré le poids du non et de l'héritage. Il n'a pas su s'imposer à sa Kamala Harris. C'est pas qu'il n'a pas su s'imposer, c'est que c'est en interne que les choses se sont faites. C'est que Robert Kennedy était considéré comme un candidat anti-système, quelqu'un de très dangereux, et ils ont préféré mettre en avant Kamala Harris. Et au final, il se retrouve avec Trump. Peut-être qu'il aurait été plus intelligent, quitte à être avec un anti-système, que ce soit un anti-système de chez eux, et qu'ils mettent en avant Robert Kennedy, qui se serait imposé de fait face à Trump, parce qu'il aurait réussi à faire la jonction en fait entre à la fois l'électorat classique du Parti démocrate, les jeunes démocrates, et une partie aussi de ceux qui contestent le système et qui ont voté pour Trump. Ce qu'il faut le voir, c'est que dans cet
élection, ce qui a pesé énormément, ce n'est pas tellement l'opposition classique démocrate-républicain, mais plus une opposition peuple-élite. Et c'est là-dessus que Trump a réussi en fait à surfer, parce qu'il était représentatif en fait de cette contestation. Il a su la capitaliser, l'orienter, et aujourd'hui, beaucoup plus que n'importe quelle autre précédente élection américaine, nous nous retrouvons dans une situation absolument inédite, pour lequel, par exemple, les Européens n'ont absolument pas de plan B, parce qu'ils n'étaient manifestement pas préparés à la victoire de Trump, et la victoire de Trump va avoir un certain nombre d'impacts, tant aux États-Unis, avec un nettoyage en profondeur de ce qu'on appelle le deep state, l'État profond, mais aussi la remise en cause de toute la politique qui a été mise en avant par Biden, une espèce d'émergence d'un camp occidental, enfin d'un grand camp blanc, entre guillemets, sans la Russie, avec une Europe caporalisée. Tout ça va tomber, entre guillemets, en miettes, et on va se retrouver dans une configuration totalement différente. Merci Hicham Lamisi. Professeur Bassaha, le programme économique de Donald Trump, parlons-en. Plusieurs observateurs estiment que c'est en partie ce qui a aidé. Vous l'estimez également. Donald Trump a gagné. Il s'agit d'un programme qu'il avait déjà défendu lors de son premier mandat. Ce n'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'un programme keynésien comme celui qu'avait peut-être mis en place son prédécesseur, notamment à travers plusieurs lois en faveur de la relance économique. Par la dépense, bien sûr. Je vais d'abord revenir sur ce qui est dit sur Kamala Harris, parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Revenons à juillet 2024. En juillet 2024, après le débat, je dirais, catastrophique du président Biden, se posait la question de son départ, qu'il a retardé d'1 mois, mais ensuite le choix de son successeur. Alors le choix de son successeur passait soit par la désignation directe de Kamala Harris, qui n'a pas toujours fait bien entendu l'unanimité, ou bien l'ancien processus interne pour dégager un candidat qui aurait encore fait perdre beaucoup de votes aux démocrates. Alors, rappelez-vous que donc, la campagne que Kamala Harris a menée, elle l'a menée à partir du début août. Ça veut dire qu'elle a eu août, septembre, 3 mois, il ne faut pas oublier ça, alors que l'autre candidat s'est lancé dans la course à l'investiture et à la candidature pendant plus de 12 mois auparavant. Donc, sur ce point-là, il faut être extrêmement clair. Deuxièmement, Kamala Harris a fait beaucoup d'efforts. C'est une candidate d'abord qui a eu 224 grands électeurs par rapport à 260. Oui. Ce n'est pas peu, je pense que c'est une performance remarquable. Seulement, son handicap est le suivant. Son handicap, malgré ses efforts pour prendre ses distances avec Biden, elle n'a pas pu, parce qu'elle a été vice-présidente. Deuxièmement, elle a plutôt ciblé, je dirais, la santé reproductive, elle a ciblé l'économie dans un certain sens, elle n'a pas ciblé, et elle a eu un langage, je dirais, un peu plus au-dessus de la moyenne, alors que le président Trump, dans ses rallyes, mais il parle de tout et de n'importe quoi. Je ne l'ai jamais vu articuler un programme particulier, jamais de la vie. Donc le problème se pose, cette candidature tout simplement est passée parce qu'il y a eu un effet fatigue de l'administration Biden qu'on a blâmé, je dirais à mauvais titre, sur l'inflation. L'inflation était d'origine mondiale, sur l'augmentation des prix du pétrole. L'augmentation des prix du pétrole est un phénomène aussi mondial. Peut-être qu'on l'a blâmé sur l'international. Donc moi, personnellement, je pense que Kamala Harris a fait une très bonne campagne. Professeur Bassaha, est-ce que l'inflation à elle seule peut vous faire sortir, quitter ou rentrer au bureau ovale ? Réellement. Alors, absolument. Là, il faut connaître un peu, il faut faire l'historique ça fait 45 ans que je suis aux États-Unis. Je peux vous dire que les élections aux États-Unis se décident sur des motifs économiques intérieurs. Vous pouvez avoir une belle politique étrangère, ça ne compte pas. Ce qui compte, l'Américain est intéressé par son bien-être, sa prospérité. Et le langage tenu, le langage populiste de Donald Trump, a peut-être porté, mais nous allons voir dans la réalité ce qui va se passer. Oui. Moi, je me rappelle les catastrophes de son premier mandat sur le plan interne et sur le plan externe. Je suis persuadé que le monde devrait se préparer à une période de turbulence. Qu'en est-il son programme économique, professeur? Pour revenir à ma question. Globalement, son programme économique, il se base sur, d'abord, des hausses de droits de douane
des hausses de droits de douane et des allègements fiscaux. Oui. Les hausses de droits de douane, c'est à peu près, il propose 60% pour la Chine Exactement. et 10% pour tous les pays. Oui. Le seul problème, c'est que les droits de douane aux États-Unis, ça représente 2% des recettes fiscales. Même si vous les doublez, vous irez peut-être à 3-4%. La fiscalité fondamentale aux États-Unis, elle vient de l'imposition des revenus personnels, qui représente 50% de la fiscalité. Deuxième problème, la réduction des impôts. En 2017, le président Trump a organisé une baisse des impôts sur 10 ans. Eh bien, jusqu'à présent, ça a coûté 1900 milliards de dollars et ça a rapporté très peu. De même que les droits de douane qu'elle a imposés ont en fait pénalisé le consommateur américain. Il y a énormément d'études dans ce sens. Ça, c'est le premier problème. Au niveau de il veut limiter la dépendance de la Réserve fédérale, ce qui est une erreur colossale. On va en parler de la Fed, professeur, voilà, avec vous. Ça, sur le plan économique. Ça, c'est sur le plan économique. Il veut aussi limiter l'indépendance de la Fed, ce qui pourrait lui poser des problèmes avec les marchés financiers. Voilà un peu les fondamentaux. Les fondamentaux de la politique économique de Trump, qui est extrêmement primaire et qui a une très mauvaise compréhension de l'économie locale et l'économie mondiale. Voilà, je voulais pas. Voilà un peu les grandes idées. On va rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails, professeur. Juste après, Ahmed Kateb, à entendre le discours qu'a prononcé Donald Trump hier soir, lorsqu'il a revendiqué sa victoire devant ses soutiens en Floride, on a l'impression qu'il s'agissait plus d'un manager qui félicite en quelque sorte son équipe. Ce ne sont pas les éléments de langage propres à un discours classique de dirigeants politiques que prononcent d'habitude les vainqueurs aux élections. Est-ce que l'Amérique, selon vous, a en quelque sorte élu un manager, ce qu'elle avait besoin d'un manager qui, comme le suggère son slogan de campagne, will fix it, il va tout arranger? Tout à fait. De toute façon, il a été président durant 4 ans et les Américains ont eu l'expérience d'un président manager. Oui, Abdelrahim Ibsaha a raison, qui n'a pas arrangé grand-chose. Là, pour le coup. Il n'a pas arrangé. Peut-être le chômage, en quelque sorte, a baissé. Il a favorisé. Oui, c'est-à-dire Trump a toujours eu un discours et des actions en direction du petit peuple, de l'Américain moyen, de l'Américain à la limite paupérisé. Donc, et c'est ça son réservoir électoral, oui, au fond. Et Trump a toujours joué à la manière d'un show médiatique. Lui qui était responsable d'un show dans une télé-réalité. Oui, donc il est dans ce personnage, il est dans cette posture et il l'a toujours revendiqué. C'est pas quelqu'un qui surfait, mais il a toujours revendiqué, c'est son style, oui, c'est sa marque de fabrique. Donc Trump joue Trump. Il est droit dans ses bottes, il est conséquent avec sa logique, c'est un manager. Pour lui, le monde est une grande entreprise, il essaye de manager, il essaie d'avoir le dernier mot, il joue les contradictions pour, au final, rester toujours le vainqueur. Hicham Lahmissi, on a constaté hier, notamment via nos envoyés spéciaux, la forte mobilisation lors de ce scrutin. Peut-on en déduire que c'est au final au final, Donald Trump qui a bénéficié de cette importante participation? Il s'agit du premier président américain depuis Bush à remporter le vote citoyen. Je rappelle qu'il a remporté pour l'instant la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin, la Géorgie, en attendant que l'Arizona, le Michigan et le Nevada rendent le décompte final par rapport au dépouillement. Ce sont là plus de la moitié des États charnières. Oui. Ce qu'il faut regarder, c'est que c'est une victoire nette et sans appel, c'est-à-dire que c'est une victoire déjà au niveau des grands électeurs, donc la victoire légale, oui, si j'ose dire, et c'est aussi une victoire au niveau du vote populaire.
On peut parler d'une certaine façon et symboliquement, je ne dirais pas d'un raz-de-marée, mais en tout cas l'expression forte d'un ras-le-bol contre un système qui est personnifié parfaitement à travers l'état de santé, malheureusement, de Joe Biden, c'est-à-dire une espèce de fin de règne, la fin de règne d'un système, c'est-à-dire des États-Unis qui ont vu ce qu'on appelle le deep state, le complexe militaro-financier, avec tout son appui intellectuel, en fait, prendre le dessus sur la réalité et la vitalité de la démocratie américaine. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte un retour aux sources, malgré les excès du discours de Donald Trump, mais il faut vraiment le comprendre comme tel. Et le fait que ce soit rallié des éléments des communautés afro-américaines, hispaniques, que le vote arabe et musulman se soit dirigé également vers Trump, sont des éléments qui en disent beaucoup. Sur la politique étrangère, il est évident qu'aux États-Unis, la question se joue sur des questions locales, les questions économiques, la situation financière des Américains. C'est vrai, mais la question de la politique étrangère a joué malgré tout avec un certain poids. Concernant l'Ukraine, du point de vue symbolique, il faut bien comprendre que l'Américain moyen ou l'Américain qui n'arrive pas à se loger, qui est obligé de dormir dans sa voiture, parce qu'il faut imaginer quelque chose d'absolument incroyable d'un point de vue algérien, c'est que vous avez des millions et des millions d'Américains qui dorment, j'allais dire entre guillemets, dehors, qui n'ont pas de logis qui leur soit propre. Donc lorsqu'ils voient que des milliards sont déversés en direction de l'Ukraine et qu'ils voient en plus des milliardaires ukrainiens se promener à New York, à Los Angeles, ayant profité de ces subsides américains qui est de l'argent public, eh bien, il y a un effet sur le vote intérieur. Ensuite, un autre élément à prendre en considération, c'est Gaza. Il y a eu une mobilisation très importante chez la jeunesse, et notamment la jeunesse pro-démocrate. Et on peut considérer qu'une partie de la démobilisation du vote jeune démocrate est liée à leur déception de voir le leadership américain de Joe Biden Évidemment, le génocide à Gaza. Et ça, c'est un point qui a compté également dans le résultat final. Très bien, je rappelle à nos téléspectateurs qu'en deuxième partie d'émission, nous évoquerons justement le dossier international avec l'avenir des relations entre les États-Unis, un certain nombre de pays comme la Chine, l'Iran ou encore la Corée du Nord, et nous reviendrons justement sur les conséquences à Gaza, au Moyen-Orient, au Liban et en Ukraine. Mais avant cela, nous continuons sur le débat économique avec vous, Abdelrahmane Bessaha. Vous avez tantôt évoqué la Fed. Quelle sera justement la politique de Trump vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine? Est-il un adepte de la lutte contre l'inflation et vers quelle direction compte-t-il orienter sa politique du Trésor? Je rappelle qu'il y a 2 semaines de cela, professeur, l'actuel secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a dénoncé, et qui est par ailleurs une ancienne gouverneure de la Fed, a dénoncé la période d'isolationnisme des États-Unis, visant sans doute, sans le nommer, Donald Trump, et alors que le FMI a alerté récemment sur les hausses de droits de douane. Écoutez, d'abord, retournons au premier mandat de Donald Trump entre 2017 et 2020. D'abord, il a hérité d'une économie extrêmement solide sous la présidence d'Obama. Ensuite, il y a eu la pandémie qu'il a très mal gérée. Il faut vous rappeler que les États-Unis étaient devenus la risée de la planète avec un président qui propose d'ingurgiter de la javel. Très mauvaise gestion. En fin de mandat, oui. Voilà, et au final, son mandat s'est terminé dans le chaos et c'est pour ça qu'il a été mis à la porte. Sur ce, il est clair que l'homme n'a pas changé. Et si vous regardez son programme économique, il n'y a rien du tout. Ces baisses d'impôts n'ont pas bénéficié à la classe moyenne. Ces baisses d'impôts ont bénéficié à ceux qui sont déjà très très riches. Ils ont reçu 1900 milliards de dollars de baisse d'impôts. Je reviens de nouveau, la hausse des droits de douane a fortement pénalisé les consommateurs américains. Donc, il a surfé sur une vague, bien entendu, comme tout populiste et tout démagogue, sur le mécontentement de la classe moyenne ou de la petite classe moyenne. Il a su leur parler à leur niveau. Si vous suivez ces rallyes, c'est du n'importe quoi. Donc, il a aussi surfé sur le fait que Kamala Harris est perçue comme la néolibérale de la côte ouest, une femme qui est extrêmement, je dirais, éloignée des réalités du peuple et surtout la vice-présidente de Biden. Donc ça, ce sont les éléments qui ont poussé vers une réaction, un rejet
du mandat actuel de l'équipe démocrate, tout comme lui a été mis à la porte à la fin de son premier mandat. Un point, c'est tout. C'est ça, c'est un fait ce qui s'est situé, ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, parlons de la question économique. Oui. Regardons encore le programme. Vous avez le programme, il y a 2 ou 3 points. C'est d'abord, comme je disais, la hausse des droits de douane pour essayer de baisser le déficit de la balance des paiements américaine. C'est des allègements fiscaux pour faire repartir l'économie, mais il n'y a pas eu de ruissellement. On regarde, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur ses premières actions lors de son premier mandat. Donc, moi, je m'attends à beaucoup de buzz, comme il est capable, beaucoup de messages, mais dans la réalité, ce qu'il propose, c'est des mesures qui ne sont pas pratiques pour un monde qui n'est pas celui de 2016. On peut toujours proposer aux gens des mesures parce qu'il y a la globalisation, mais la globalisation, elle est là et les Américains en profitent, oui. Même si Biden a essayé quand même de faire revenir une partie des investissements à travers ses programmes de relance économique. Voilà, bon, moi, je ne suis pas du tout impressionné par... Et surtout, il est pas manager du tout, même sur le plan de ses affaires personnelles. Tout le monde sait que c'est pas le grand businessman qu'il dépeint lui-même à son sujet, c'est tout. Je pense qu'il faut vivre ici pour comprendre un peu la réalité de tous les jours, pour comprendre, suivre un peu. C'est la différence. On le sent ici, on le voit, et les Américains encore, comme je l'ai précisé, votent toujours pour améliorer leur sort. Et ils n'ont pas d'état d'âme pour mettre à la porte un président, même s'il n'a fait qu'un mandat. Merci, professeur. Restez avec nous. Nous allons revenir aux questions économiques, bien entendu, dans quelques instants. Ahmed Kateb, il est peut-être encore tôt pour se le demander et se prononcer là-dessus, mais est-ce que l'Amérique découvre, au fond, le vote sanction, qui serait peut-être l'une des raisons principales qui ont favorisé le retour de Trump, lui qui a usé durant les dernières années de la stratégie, vous l'avez rappelé, de l'ennemi de l'establishment. Oui, mais pour le vote sanction, on se rappelle tous de George Bush père. Oui. Après un mandat marqué par la guerre contre l'Irak, bien sûr. Donc il avait le vent en poupe, mais le jeune Bill Clinton l'a battu d'une manière spectaculaire par rapport aux questions économiques, par rapport au niveau de vie des Américains, par rapport à ces questions de politique intérieure qui intéressent davantage le citoyen américain qu'une guerre dans l'autre bout du monde. Donc, pour le vote sanction, il y a des précédents historiques. Oui. Maintenant... c'est ce qu'explique notamment Abdelrahmane Bessaha. Tout à fait, par rapport même à Trump lui-même. En 2020-2021, il a été sanctionné par rapport à sa gestion catastrophique de la pandémie du Covid-19. Notamment, oui. Entre autres. Aujourd'hui, Biden fait les frais justement, d'abord de son état de santé, ensuite de sa politique internationale qui a impacté l'économie américaine d'une façon brutale et durable. Donc ces rallonges budgétaires pour l'Ukraine, pour l'entité sioniste, ont impacté les Américains. D'ailleurs, l'État américain était en cessation de paiement pratiquement il y a quelques mois. Une rallonge au Congrès, in extremis, à la dernière minute. Et c'est passé quand même d'une manière assez spectaculaire. Aujourd'hui, les électeurs américains disent non, pas à Kamala Harris en tant que candidate démocrate, mais comme beaucoup de ses détracteurs l'ont dépeinte, à Biden 2.0. Donc pour eux, c'était la continuation du programme de Joe Biden pour les 4 prochaines années, d'où ce vote qu'on peut qualifier désormais de vote sanction. Merci Ahmed Kateb, restez avec nous, ce débat continue juste après une courte pause. Événement spécial, dispositif spécial donc sur Al24 News. Nous sommes en direct pour cette couverture spéciale et cette émission spéciale consacrée aux élections
américaine, Donald Trump a remporté la présidentielle et devient donc le 47e président des États-Unis. Dernière partie de cette émission, nous parlions justement du style Donald Trump. Hicham Lahmisi, justement, il est concerné par 4 affaires à caractère pénal, dont 2 affaires fédérales. Quelle incidence aura son élection sur la suite des événements? Il est à noter, Hicham Lahmisi, qu'un arrêt rendu par la Cour suprême il y a 3 mois statuait justement sur la question de l'immunité présidentielle qui ne concerne pas les actes à caractère privé, même si elle pourrait potentiellement couvrir tous les cas en ce qui le concerne. Et en marge de cette présidentielle, je tiens à le rappeler, le renouvellement d'un tiers du Sénat américain était également en jeu. Trump pourrait vraisemblablement remporter les 2 chambres parlementaires, la Chambre des représentants et le Sénat, et avoir la possibilité donc de placer des juges conservateurs à la Cour suprême. Alors sur le sujet, je ne serais pas vraiment en mesure de répondre, n'étant pas moi-même expert de ces questions d'ordre juridique. Ce que je peux dire en tant que commentateur extérieur, c'est simplement de rappeler que ces affaires concernant Trump sont fortement liées à une contestation du deep state, de l'État profond américain, qui ont de toute évidence facilité ces inculpations. Après, ce qu'il faut regarder, c'est qu'aux États-Unis, en comparaison à d'autres pays occidentaux, d'autres pays européens comme la France, la justice est beaucoup plus indépendante et pourrait considérer, en tout cas de mon point de vue, si les juges sont indépendants, intellectuellement, peut-être qu'ils ne le sont pas totalement en ce sens où ils peuvent être invités par idéologie à poursuivre Trump plus que ce qu'il ne le faudrait. Donc je prendrai quand même quelques précautions en parlant du système judiciaire américain. En tout cas, ce qui est certain, c'est que même si Trump est élu, même s'il est question d'immunité, lorsqu'on sait vraiment la puissance du pouvoir judiciaire aux États-Unis et la notion de séparation des pouvoirs, on ne peut pas considérer que Trump soit complètement sorti d'affaire. Voilà à quoi je m'arrêterai en tout cas sur cette analyse. Professeur, ouvrant donc le dossier international, a commencé donc par le dossier économique, notamment avec le meilleur ennemi des États-Unis, c'est-à-dire la Chine. L'on a assisté à un premier acte de cette guerre commerciale américano-chinoise. Allons-nous assister à l'acte 2 de la guerre commerciale entre Donald Trump et la Chine, selon vous? Alors, avant de vous répondre directement à cette question, laissez-moi juste préciser un élément fondamental. L'aide militaire américaine qui est envoyée à l'Ukraine ne bénéficie pas à l'Ukraine, ne bénéficie pas à l'Europe, mais bénéficie aux industries de l'armement américaines. Oui. Donc, ça bénéficie à l'économie américaine qui, pour la plupart, sont situés dans les États swing states. Qui ont voté Donald Trump. C'est ça. En ce qui concerne la justice, toutes les affaires fédérales vont être bloquées parce qu'il a le pouvoir de les bloquer. Oui. Maintenant, le problème se pose en ce qui concerne toutes les juridictions d'État. Les juridictions d'État peuvent continuer leurs actions en justice. Notamment la Géorgie, professeur. Absolument, mais ça va être extrêmement difficile contre un président qui est en exercice. Oui. Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles de ce côté, bien que tout soit possible. Comme l'ont rappelé les intervenants précédents, la justice américaine est extrêmement forte, même si la Cour suprême a été, bien entendu, complètement renouvelée au bénéfice de Trump. Alors, pour ce qui concerne l'économie, la rivalité géostratégique et économique avec la Chine va continuer. Elle était extrêmement âpre avant la pandémie parce que les Chinois étaient en train de faire des progrès extrêmement importants pour rattraper l'économie américaine, mais la pandémie a changé complètement la donne. La Chine s'est renfermée sur elle-même pendant 3 ans et elle a subi des dommages structurels extrêmement importants, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie chinoise a rouvert, mais elle peine à repartir parce que le modèle économique qui est toujours là, basé sur l'investissement, basé sur les exportations, ne fonctionne pas.
Deuxièmement, il y a aussi le retrait d'énormément d'investissements directs étrangers et de transferts de technologies vers la Chine. Donc, ce qui va se passer, il va continuer à y avoir, bien entendu, cette rivalité géostratégique, il va continuer à avoir une rivalité économique. La menace de droits de douane extrêmement élevés pour punir la Chine, notamment dans les secteurs de pointe tels que les énergies renouvelables, est là et elle est inscrite dans le programme de Trump. La Chine a eu quand même 4 ans pour se préparer à ça, professeur, on peut l'imaginer. Bien sûr, ils ont eu 4 ans pour se préparer à ça, mais quand même, n'oublions pas que l'économie américaine a le bras long. Les relations économiques entre la Chine et les États-Unis sont beaucoup plus étroites qu'on ne le pense. En fait, je pense que s'il y a un certain réalisme au niveau du nouveau gouvernement américain, c'est d'essayer de coopérer, de s'en sortir, plutôt que l'affrontement qui sera au détriment des deux pays. Professeur, mais il existera toujours... Oui. Même l'Union européenne semble être considérée par Donald Trump comme un adversaire. C'est en tout cas comme ça qu'il l'a qualifié lors de l'un des derniers de ses meetings de campagne. Non, l'Union européenne a toujours été, bien entendu, elle avait posé un certain nombre de risques pour les États-Unis avec la montée de l'euro, la puissance économique, les relations avec la Chine, etc. Mais le problème de l'Ukraine a montré l'extrême fragilité de ce continent, sa dépendance en matière d'énergie, sa dépendance sur le plan de l'agriculture, son manque de visibilité et surtout son impuissance à se défendre elle-même. Rappelons-nous que l'Ukraine, c'est en Europe. Le conflit avec l'Ukraine, c'est un conflit dans le théâtre des opérations et l'Europe. Et l'Europe est sortie beaucoup plus affaiblie. Et d'ailleurs, dans la politique étrangère des États-Unis, figure l'affaiblissement de l'OTAN, l'affaiblissement des zones de coopération avec l'Europe et surtout le repivotage vers l'Asie qui constitue aujourd'hui le point de croissance et surtout le motif de containment de l'économie chinoise. L'économie et la suprématie militaire qui se construit au niveau de la Chine. Merci professeur. Ahmed Kateb, l'autre dossier chaud, bien entendu, qui est au devant de la scène dans le cadre de ces élections, c'est bien la situation à Gaza où... on le rappelle, un génocide se poursuit depuis pratiquement 400 jours désormais. Donald Trump, en campagne, a promis de mettre un fin à ce qu'il appelle une guerre. Est-ce qu'on peut mettre fin à la guerre lorsqu'on est soi-même l'un des architectes des accords d'Abraham? Question très intéressante. Donald Trump a été l'architecte des accords d'Abraham et comme homme d'affaires, il entend monnayer la paix. Il est dans cette logique de « je monnaie la paix avec les États arabes qui veulent échanger la normalisation contre la paix. » Donc, il veut monnayer, mais je pense que le problème majeur se situe au sein de l'entité sioniste. On a vu qu'il y a déjà un début de reconfiguration au sein même du gouvernement israélien. Hier, profitant de l'élection, Netanyahou a viré son ministre de la Défense. Il y a un recentrage. Netanyahou a parlé avec Donald Trump et une fuite du gouvernement sioniste relayée par NBC précise que le chef du gouvernement israélien, donc sioniste, pourrait, je dis bien entre guillemets, accélérer la fin de la guerre pour donner une victoire diplomatique éclatante à Donald Trump. Tout à fait. C'est pour ça que le gouvernement sioniste entend poursuivre, je pense, jusqu'à... Dans quel intérêt le ferait-il, selon vous, Ahmed Kateb, Netanyahou? D'abord, il veut se racheter, parce que Netanyahou, en 2020, il a très vite félicité Joe Biden, ce que Donald Trump a longtemps reproché à Benjamin Netanyahou. Donc il souhaite que, d'une certaine manière, Trump l'aide à rester au pouvoir. Bien sûr. On a parlé tout à l'heure de marché de dupes. On est au sein d'un marché de dupes entre Trump et Netanyahou, comme ce fut le cas pour les accords d'Abraham. Donc, l'un veut l'aide de l'autre
parce que Netanyahou joue sa survie politique par rapport à ce qui se passe comme génocide à Gaza et au Liban. Netanyahou veut survivre politiquement et il entend mettre Trump dans la balance pour peser de tout son poids sur son avenir politique propre à lui, au sein de l'entité sioniste, parce qu'il sait que si la guerre se termine, c'est pratiquement... Il rendra des comptes et il sera passible d'un jugement et d'un emprisonnement. Donc, Netanyahou... Peut-être à la Cour pénale internationale. Tout à fait. Netanyahou joue sa survie par rapport à l'élection de Trump. Il faudrait peut-être suivre le binôme entité sioniste Iran. Que fera Trump après sa prise de pouvoir en janvier 2025. Transition toute faite, Ahmed Kateb, ce sera ma prochaine question justement. Hicham Lahmisi, le Moyen-Orient, c'est aussi l'Iran, on se rappelle, c'est le meilleur punching ball de Donald Trump. Alors, sur la question iranienne, effectivement, on peut avoir un certain nombre d'interrogations quant au positionnement de Donald Trump. Ce qu'il faut regarder, c'est que par rapport à Israël, Donald Trump est dans une position, en tout cas dans ce qu'il exprime, de soutien total et absolu à l'égard de Tel Aviv. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose qui est par ailleurs surprenant quant au positionnement global de Donald Trump, qui en matière diplomatique et dans les relations internationales est dans une logique que je qualifierais de transactionnelle. En gros, c'est le businessman, l'homme d'affaires, qui considère que dans toute situation, un deal, un accord est possible. On l'a bien vu à travers sa rencontre avec le président nord-coréen. Donc, il n'a pas hésité à faire le voyage jusqu'en Corée et le rencontrer au niveau de la frontière, avec une dimension symbolique très forte qu'aucun autre président américain n'aurait été en mesure de faire. On l'a très bien vu dans sa relation avec la Chine, avec un discours extrêmement violent, extrêmement dur, et en même temps une capacité à discuter avec le leadership chinois et en revenant un petit peu sur certaines de ses options ou projets dans les relations avec la Chine. On l'a très bien vu dans sa capacité également de discussion, du moins dans ses tentatives, bien qu'on l'ait freiné très fortement, de discussion avec la partie russe et Vladimir Poutine. Donc tous ces éléments sont plutôt des éléments positifs. On l'a vu également, alors par défaut, à travers les accords d'Abraham, non pas dans le sens où les accords d'Abraham soient positifs. Ce n'est pas du tout mon propos. Bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que Trump a eu malgré tout une vision et a tenté de trouver en fait un système qui permette de rallier d'un côté certains pays arabes et Tel Aviv, aux dépens des Palestiniens évidemment, mais cela veut dire qu'il y a derrière cela un raisonnement qui dépasse... Je le rappelle, une position qui a pris un sérieux coup derrière la tête, si vous me permettez cette expression, depuis l'opération Déluge al-Aqsa, dont l'un des objectifs principaux était de mettre à terre les accords d'Abraham. Alors maintenant, c'est fini. Les accords d'Abraham, c'est terminé, c'est une histoire ancienne. Et les États arabes, et je pense notamment à un certain voisin de l'Ouest, qui souhaiterait se réinscrire dans cette logique, devraient surveiller leur population et plutôt essayer de maintenir leur tête, parce que la colère chez eux, elle est particulièrement vive. Exactement. Et, on peut parler vraiment en connaissance de cause. Le pays en question est à l'aube d'une grande révolution. Peut-être que le leadership n'en a pas conscience, mais ça, c'est une autre question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Trump a cette capacité transactionnelle. Ce qui, par contre, est inquiétant et fait peur, c'est que chez Trump, on a l'impression qu'il existerait en fait une sorte d'emprise familiale liée notamment à son gendre qui est très fortement impliqué dans des réseaux en fait très proches du Mossad, il ne faut pas avoir peur de le dire, et de puissance d'influence très proche de Netanyahou. Après, ce qu'il faut regarder également, c'est que les relations entre Trump et Netanyahou sont particulièrement mauvaises, et qu'en l'occurrence, il y a quelques jours ou une semaine, un échange téléphonique dont certains éléments ont fuité, a permis de mettre en évidence ces difficultés de communication entre Trump et Netanyahou, et le fait que Trump est vraiment
tenter d'imposer son point de vue, attendant de Netanyahou qu'il mette fin à la guerre à Gaza, parce que ça fait aussi partie d'un deal de Trump avec les représentants des communautés musulmanes et arabes qui lui ont permis justement de gagner. Et ça, c'est quand même une nouvelle donne à prendre également en considération. Merci Hicham Lamisi. Professeur Bessaha, la relation avec à la fois la Russie et l'Ukraine, après un conflit qui dure depuis près de 3 ans, pensez-vous que Donald Trump va resserrer les aides américaines à l'Ukraine et quelle sera la nature du dialogue qu'il entretiendra avec Moscou? Je pense que, comme il l'a montré au cours de son premier mandat, et compte tenu des personnalités en charge des affaires étrangères qui l'entourent et qui vont l'entourer dans son nouveau gouvernement, il faut s'attendre plutôt à un rapprochement avec l'URSS pour lequel il a une fascination. Je dirais la Russie. La Russie, pardon, professeur, oui. La Russie, il a une fascination pour Vladimir Poutine et il va essayer de peser de tout son poids pour avoir un accord, comme il l'a dit. En tout cas, pour l'Ukraine, l'Ukraine sera sous très forte pression pour abandonner toutes ces demandes en matière de territoire. Donc, l'Ukraine va passer, va être la victime un peu de ce... Collatérale. Le changement de politique ne va pas favoriser l'Ukraine et elle va certainement être poussée très vite à des négociations avec la Russie sur ce point-là. Très bien, professeur. Oui, allez-y, professeur. Non, je voulais dire sur le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, je pense qu'il faut comprendre que Israël n'existe pas sans les États-Unis. Oui. Les États-Unis, quand on se bat au Moyen-Orient, on ne se bat pas contre Israël, on se bat contre les États-Unis. Et je crois qu'il y a... D'ailleurs, l'Amérique, sous Trump, a fait une erreur colossale en se désengageant des accords nucléaires avec l'Iran, ce qui a permis en fait de donner libre cours à l'Iran pour être aujourd'hui ce qu'on appelle au seuil de la mise au point de la bombe atomique. Oui. Et je pense que nous assistons à une politique extrémiste en ce qui concerne l'islamisme politique. Elle va continuer avec l'aide de certains pays pour essayer de se débarrasser de ça parce qu'il y a des risques de déstabilisation de la part, vu les populations, l'appui des populations au fait colonial palestinien. Ceci étant, le fait colonial palestinien demeure entier. Et ce ne sont pas les conflits secondaires ou les conflits, à la marge qui vont régler le problème. In fine, il va falloir revenir à la table et surtout négocier un accord de paix avec 2 États. Voilà un peu la position algérienne, rappelons-le, avec El Quds comme capitale, suivant les frontières de 1967. N'oublions pas que Trump a déplacé la capitale, l'ambassade, elle l'a déplacée de Jérusalem à Tel Aviv. Ça, il faut se rappeler. Je ne pense pas que les accords d'Abraham sont morts. Les accords d'Abraham étaient basés sur le fait qu'on essaie de rétablir une paix indirecte au Moyen-Orient sans bien entendu, bouger trop le cocotier palestinien. Ce qui prouve que c'est une fausse approche. Donc, we'll see. Je suis un peu pessimiste parce que quand vous voyez ceux qui entourent le président Trump actuel, l'ex-président et le nouveau président, ça n'augure rien de bon. Merci. Voilà. Merci professeur Ahmed Kateb. Avant de revenir sur peut-être le Moyen-Orient, l'Europe vis-à-vis de Trump, est-ce pour les raisons qu'a expliqué le professeur Bessaha que l'Europe est aujourd'hui en situation de quasi-détresse par rapport au retour de Donald Trump? Je rappelle qu'un certain nombre de chefs d'État, notamment le chef d'État allemand, le chef d'État français, se sont entretenus justement sur la manière avec laquelle l'Europe doit désormais travailler ensemble et s'éloigner en quelque sorte, en substance, c'est ce qu'on a expliqué, de l'influence américaine. Oui, de toute façon, les Européens sont tétanisés. Oui. On le voit. Donc, c'est une détresse terrible parce que Trump, candidat, a fait des déclarations pour le moins tonitruantes par rapport à la protection des pays de l'OTAN qui ne remplissent pas leurs obligations et qui n'augmentent pas leur budget de défense pour financer l'OTAN. Donc on voit que Trump dit « moi je ne défendrai pas des pays européens membres de l'OTAN mais qui ne mettent pas la main à la poche pour financer l'organisation ».
on comprend la réaction de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui se dit impatient de travailler encore une fois avec Donald Trump. Mais on connaît la position historique de Trump par rapport à l'OTAN, parce que pour lui, elle est budgétivore par rapport à son pays, et les Européens doivent mettre la main à la poche pour financer l'organisation. Les États-Unis, premier contributeur, rappelons-le, tout à fait, de l'organisation transatlantique. Et on voit qu'avec la guerre en Ukraine, la première guerre sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit que les Européens n'ont pas réussi à construire un système de défense commun, qu'ils sont toujours sous le parapluie américain. Exactement, atlantiste. Pour les Américains, pour Donald Trump du moins, c'est trop. Il l'a dit à plusieurs reprises, moi à la Maison-Blanche, je bouclerai l'affaire ukrainienne en 2 jours. Bon, c'est trop dire, mais c'est son style. Ça veut dire que pour lui, c'est très facile. Il va obliger les Ukrainiens à des concessions. À négocier d'abord. À négocier et à concéder, pourquoi pas des territoires, à geler la ligne de front et de discuter directement avec Moscou. C'est ce que, du moins, tout le monde craint en Europe, parce que pour eux, c'est un lâchage des Américains et ils s'attendent à des réactions très négatives par rapport à ce dossier. Oui. Hicham Lahmisi, avant de parler un peu de Pyongyang, est-ce que l'une des conditions, selon certains observateurs, de ce dialogue entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie serait le départ d'un certain Volodymyr Zelensky, selon vous? Alors, par rapport à l'Ukraine, donc je voudrais d'abord dire quelques mots sur la relation entre les États-Unis et l'Europe, parce qu'il me paraît important de mettre en évidence un fait. Rapidement, s'il vous plaît. La vaste fable, entre guillemets, qui anime les réflexions des élites européennes actuelles, qui est celle de croire que les États-Unis seraient les amis de l'Europe. C'est une vaste fumisterie. La réalité, c'est que les États-Unis ont toujours considéré l'Europe, en tout cas le projet européen après la fin de la guerre froide, comme un concurrent direct du leadership américain. Et effectivement, à la naissance de l'euro, les États-Unis ont absolument tout fait pour avoir un contrôle direct sur la politique européenne. Il faut regarder aussi qu'à travers toute la politique menée autour de la mise en avant, vous savez, des systèmes de young leaders ou de conversion idéologique des élites européennes, nous avons affaire aujourd'hui globalement à une classe politique européenne largement dominée par une idéologie pro-américaine. Ça, c'est une évidence, il faut le mettre en avant. Mais l'Europe est dans une logique de caporalisation. Aujourd'hui, l'élection de Trump, avec sa vision des relations entre les États-Unis et l'Europe, qui est une vision beaucoup moins hypocrite que celle de Biden, qui profite énormément de l'Europe tout en faisant croire qu'il est l'ami de l'Europe, alors que ce n'est absolument pas le cas, eh bien, on sera dans une logique où l'Europe va être obligée de prendre en réalité ses responsabilités, être en capacité, comme l'a dit les précédents intervenants, bien de mettre en avant un système de sécurité collective qui les obligera à négocier avec les Russes, avec une Russie en position de force. Et sur la question de l'Ukraine, il est évident que d'un certain point de vue, si Zelensky n'est pas capable de négocier et de faire des concessions importantes à la partie russe, il sera obligé et contraint de partir et ne sera pas en mesure de pouvoir continuer sa présidence, d'autant plus que d'un point de vue légal, il n'est plus président de l'Ukraine. Donc tous ces éléments aujourd'hui font que sur l'Ukraine, on peut considérer qu'une solution politique, au moins une voie de sortie de crise, ou à défaut, en tout cas une réduction de l'engagement américain, sont les éléments qui vont jalonner le cours des événements en Ukraine. Merci Hicham Lahmisi. Abdelrahmane Bessaha, est-ce qu'il y a déjà du côté de Washington, là où vous vous trouvez, là où vous vivez, des fuites ou des noms qui circulent sur l'éventuelle équipe qui va accompagner Donald Trump durant les 4 prochaines années à la Maison-Blanche? Oui, il y a beaucoup de noms qui circulent. Bon, moi, je ne les connais pas pour certains, mais il y a Pompeo, par exemple, qui pourrait revenir comme ministre de la Défense. Mais il a surtout un certain nombre de faucons qui vont l'entourer. Et je ne vous cache pas que je rejoins totalement les 2 intervenants au début. Je ne voudrais pas être à la place de l'Europe, qui est extrêmement fragilisée. C'est vrai que
la fragilité aussi vient du fait de la construction européenne. On ne sait pas si c'est un projet politique, si c'est un projet économique. Oui. Et il y a aussi des méthodes de vote, de prise de décision qui sont absolument anachroniques. Donc l'Europe en elle-même, dans son fonctionnement, est fragilisée et il est clair que Donald Trump va davantage les fragiliser pour des raisons extrêmement économiques et très précises. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas besoin de l'Europe, ils ont besoin de l'Asie. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas besoin du Moyen-Orient puisqu'ils ont l'énergie nécessaire. Ils pompent quelque chose comme 13 millions de barils par jour. Ils vont pomper davantage. Donc, l'Europe est dans une situation extrêmement fragile vis-à-vis des États-Unis. C'est à eux maintenant de prendre leur sort en main, etc. Voilà ce que je voulais dire sur l'Europe. Un mot peut-être rapidement, professeur, sur les marchés qui ont ouvert sur un record aujourd'hui après l'annonce de la victoire de Donald Trump. Marché financier, bien entendu. Les marchés réagissent surtout aux décisions économiques qui les concernent. Ils ne reflètent pas l'état de l'économie. Donc pour eux, l'arrivée de Trump avec sa politique économique pro-offre, pro-business, la baisse des impôts, l'augmentation des droits de douane, c'est bien entendu des messages qui passent très bien au niveau du marché. C'est pour ça que les marchés financiers sont à la hausse, les marchés du Bitcoin sont à la hausse, les marchés monétaires sont à la hausse. Record pour le Bitcoin également, aujourd'hui. Absolument. Donc il y a effectivement une réaction, mais je crois qu'il ne faut pas surestimer cette réaction qui est une réaction mécanique. Donc il va falloir attendre un peu l'équipe, la politique économique pour voir un peu où nous allons et quel va être l'impact sur l'économie mondiale et sur la géostratégie mondiale. Ahmed Kateb, en 2 minutes, le mot de la fin vous revient. Merci beaucoup pour cet honneur. On a vécu une élection assez spectaculaire, il faut le dire. Donnée au coude à coude, on a vu la débâcle électorale de Kamala Harris, la déroute des démocrates. L'information vient de tomber. Donald Trump a raflé 15 grands électeurs, ceux du Michigan. Donc, il se retrouve avec 292 grands électeurs. C'est quasiment un record. On voit que les clivages étaient profonds. Les différents scénarios par rapport à l'élection se sont avérés faux. Et les principaux atouts de Kamala Harris, c'est-à-dire le vote des femmes, des minorités, se sont avérés quasiment inexistants. Donc, les femmes ont majoritairement voté pour Donald Trump. Les minorités afro-américaines, hispaniques et même asiatiques et arabo-musulmanes ont également voté pour Trump. Donc, il y a un quasi-consensus national américain autour de la candidature de Donald Trump. Bon, 10 secondes, comment voyez-vous le futur de la relation entre l'Algérie et les États-Unis ? Une relation bâtie sur un respect mutuel, le réalisme politique et également une relation économique gagnant-gagnant. Merci Ahmed Kateb. Je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales, expert également en analyse politique. Merci à vous Hicham Lahmisi, expert international en géopolitique, secrétaire du JPRI. Vous étiez quant à vous en direct avec nous depuis Genève. Et enfin, merci au professeur Abdrahmi Bessaha, docteur d'État en macroéconomie, expert agréé auprès du FMI, pour avoir été avec nous en direct depuis Washington. Merci à vous, mesdames et messieurs. Restez sur Al 24 News. Nos programmes se poursuivent avec le journal de 19h30.